et ravi de vous retrouver pour votre émission Sur la brèche. C'est un confrère que je reçois pour vous aujourd'hui. Brema Ouedraogo, directeur de publication du bimensuel Le Reporter et président de la CEP, la Société des éditeurs de presse privée, est l'invité de ce dimanche. Journaliste, sociologue, il a commencé sa carrière à la fin des années 90, en 97 plus précisément aux éditions Le Pays. Ensuite, il a fondé son propre journal en 2007, Le Reporter donc. Brema, bonsoir. Bonsoir Jérémy. Et merci. Confrère. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes ensemble pour décrypter, commenter, analyser l'actualité nationale et internationale. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je l'ai dit, je vous propose de revisiter un peu votre parcours professionnel. Première question déjà, qu'est-ce qui vous a conduit au journalisme, vous qui êtes sociologue de formation à la base? Je crois que je suis arrivé au journalisme, comme on le dit, d'abord parce que je voulais être journaliste. J'ai raté effectivement les tests d'entrée au département d'art et communication parce que quand je suis venu, on arrivait en première année, on est venu à Ouagadougou après que le concours et les tests aient été faits. Quand on est arrivé en deuxième année, on a lancé les tests. J'ai beaucoup hésité de recommencer parce que je n'avais pas voulu renoncer à une année déjà qu'ils avaient déjà réussi en sociologie pour repartir en journalisme. Et chemin faisant, quand j'étais en troisième année, je suis allé demander un stage aux éditions Le Pays. Et en son temps, il se trouvait que la rédaction était... je suis arrivé en retard, non seulement il y avait beaucoup de stagiaires, et déjà la rédaction était pratiquement complète, ce qu'on m'avait fait comprendre. Mais l'année suivante, je suis reparti, quand j'étais en quatrième année, pour demander effectivement pendant les vacances un stage. Et c'est quand je suis allé que l'acteur fondateur des éditions Le Pays, qui était en son temps le directeur de publication, M. Bourema Jérémy Sigué, a voulu me donner ma chance en m'accordant les stages. Et au bout d'un mois de stage, il m'a demandé si j'étais intéressé effectivement à continuer dans la profession du journalisme. Je lui ai dit que justement c'est parce qu'il était intéressé par la profession que je suis venu demander les stages. Et il m'a dit, bon, écoutez, je t'offre ta chance, à toi de la saisir. Donc, j'ai essayé de saisir ma chance depuis ce jour et je suis plus reparti à la sociologie. Alors, reporter, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef délégué dans les différentes éditions, donc dans les différentes parutions des éditions Le Pays, vous êtes resté là-bas jusqu'en 2014. Et après, on a un intermède communicationnel parce que vous quittez le champ journalistique pour vous retrouver dans celui de la communication, notamment comme chargé de communication du laboratoire citoyenneté. Alors, qu'est-ce qui vous motive à abandonner un temps le métier? Je crois que quand j'ai démissionné en 2003 aux éditions Le Pays, il y a eu un malentendu avec effectivement la direction du journal en son temps. J'ai préféré effectivement demander à être déchargé effectivement de toutes mes responsabilités aux éditions Le Pays et de pouvoir aussi essayer autre chose. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été immédiatement, en tout cas, j'avais été contacté même pendant que j'étais aux éditions Le Pays pour assurer la communication au niveau du laboratoire citoyenneté. Chemin faisant, comme je venais effectivement de quitter le pays, j'ai relancé effectivement le président du laboratoire citoyenneté, M. Ragou Antoine Sawadogo, qui a bien voulu effectivement m'accepter en son sein comme chargé de communication. Et là, effectivement, c'était un autre défi parce que c'était autre chose. J'ai quitté le métier effectivement de journaliste pour apprendre à faire de la communication. Je ne suis pas sûr effectivement que j'ai réussi à ce niveau-là parce que entre les journalistes et la communication, on a tendance à croire que c'est la même chose, mais effectivement il y a un grand pas. Et pour les Français, je vous assure que il faut pouvoir effectivement compter sur beaucoup d'autres facteurs pour pouvoir réussir. Donc, vous n'étiez pas à l'aise dans ce rôle de cosméticien du laboratoire citoyenneté? Pas que je n'étais pas à l'aise, mais il fallait réapprendre quelque chose dont je n'avais pas, je n'avais pas connaissance au début parce que c'était d'abord sur les questions de décentralisation. Je ne me suis pas forcément intéressé aux questions de décentralisation. C'est les questions de comment construire effectivement un dialogue entre les autorités locales et les citoyens. Donc la communication se situe à ce niveau. Comment accompagner les collectivités territoriales à mieux communiquer avec les citoyens. Je n'étais pas forcément outillé pour ça.
Et il fallait donc apprendre d'abord à comprendre le fonctionnement même d'abord des collectivités territoriales. Qu'est-ce que c'est que le processus de décentralisation? C'est quoi la citoyenneté? Et quel est ce nouveau type de citoyenneté qu'on veut construire à l'échelle des collectivités territoriales qui soit différente de la citoyenneté au niveau national. Est-ce que vous avez le sentiment que votre, disons, indépendance d'esprit par rapport à ce qui était votre pratique professionnelle dans le journalisme a été un handicap pour vous retrouver dans le rôle de communicateur, par exemple? J'avoue que parfois c'est un handicap, mais en même temps, j'ai eu la chance de tomber dans une structure qui ne faisait pas forcément de la communication, ça dit qu'il ne faisait pas seulement faisait pas un travail de cosméticien, mais qui demandait aussi une réflexion proactive pour voir comment effectivement on construit un dialogue fécond entre les populations et les collectivités territoriales dans le cadre du processus de décentralisation en cours. Et on était au début presque, en tout cas, c'était juste à la veille de la communalisation intégrale. Donc du coup, il y avait d'autres défis au niveau local. Et c'est ça qui faisait aussi le charme de la chose. Ce n'était pas qu'on demandait d'assurer forcément la visibilité du laboratoire de citoyenneté, c'était qu'on me demandait de travailler à faire en sorte que les acteurs comprennent un processus qui était en cours. Et ça, c'était beaucoup plus... Pour moi, c'était un autre challenge qui était à relever. Mais le problème, c'est qu'il fallait prendre du temps pour apprendre effectivement, à savoir même, c'est quoi le processus dans lequel tu t'engages. Et ça, c'était effectivement, au début, j'ai eu quelques soucis à ce niveau. Mais j'avoue que moi-même, j'ai commencé par m'y sentir dedans parce que j'ai commencé effectivement à être sollicité pour animer des conférences, pour animer des rencontres autour des questions de décentralisation, autour des questions de dialogue citoyen. Et ça a commencé effectivement à me prendre un peu aussi, tout comme le journalisme. Et j'avoue que par la suite, j'ai essayé de concilier les deux parce que, au fond, je ne voyais pas quelque chose qui portait préjudice à mon indépendance d'esprit, mais également aussi à ma façon de voir les choses. Et j'avais cette chance avec les responsables du labo que si quelque chose ne me convenait pas, je pouvais effectivement demander à ce qu'on ne me mette pas dessus parce que j'estime que ça peut porter, pour moi... Vous avez trouvé le moyen de soulever une clause de conscience dans votre rôle de communicateur? Dans mon rôle de communicateur, effectivement. Et j'avoue, et je le reconnais, les responsables du labo citoyenneté me les rendaient si bien. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, je peux dire qu'on ne m'a jamais demandé à faire l'embellie de quelque chose dont moi-même je n'étais pas convaincu. Alors, il y a de cela 2 décennies, vous étiez simple journaliste. 20 ans, 21 ans après, vous êtes patron de presse. Comment on se sent dans la peau d'un patron de presse? Vous êtes devenu un nabab aujourd'hui? Non, justement. Parce que j'ai comme l'impression que c'était plus confortable dans la position de journaliste parce que là, vous n'avez pas toute la pression de la responsabilité. Ça dit que vous faites votre travail en tant que journaliste, mais en même temps, une fois que ce travail professionnel est fini, vous n'avez pas d'autres contraintes. Vous attendez votre salaire à la fin du mois. Quoique, effectivement, dans un pays comme le Burkina Faso, le salaire n'est pas forcément ce qui fait... en tout cas, le salaire n'est pas forcément suffisant pour permettre à tout le monde de pouvoir vivre décemment de leur métier. Mais en même temps, quand on se lance, effectivement, moi, j'avoue que quand je suis arrivé, je suis revenu justement en créant le journal parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ce cadre d'expression qui me manquait quand j'étais au labo, quand j'étais parti de la profession. Vous remarquerez que je suis parti en 2004 et c'est seulement 3 ans après que j'ai créé les reporters. Donc, je n'ai pas pu résister pendant longtemps, je suis revenu. Et ça, moi, je suis revenu plus en tant que journaliste qu'en tant que patron de presse. C'est vrai que je suis directeur, mais j'écris comme tous les journalistes. Et dans ma rédaction, avec tous les journalistes, on se partage les responsabilités. Je ne fonctionne pas vraiment en tant que patron de presse au niveau... Fonder un journal, est-ce que c'est un parcours du combattant? Non. Fonder un journal, c'est le plus simple à faire. Mais on constate par contre... Mais le plus difficile, c'est de le faire vivre. Oui, parce qu'il y a beaucoup de parutions qui disparaissent. Oui, bien sûr. Parce qu'on peut se lever d'un coup de tête, créer un journal, mais avoir les moyens d'abord les moyens humains de pouvoir le faire vivre, c'est déjà autre chose. D'autant plus que quand on choisit le type de journalisme que nous avons, pour ce que nous avons choisi, c'est très difficile de pouvoir émerger parce que là, vous n'avez pas d'annonce, vous n'avez pas, comment on appelle, vous n'avez pas de parrainage entre griffes. Vous êtes obligé de compter sur les ventes. Et si vous comptez sur les ventes, il faut du contenu. S'il n'y a pas de contenu, personne n'achète. Et pour nous, effectivement, c'était un gros challenge en se lançant dedans
Et après, on s'est rendu compte que on a changé la périodicité justement parce que vendre un journal à 300 francs une fois par mois et pouvoir vivre, c'était pratiquement un pari impossible. Et on a dû changer la périodicité pour passer à bimensuel, parce qu'au début on était mensuel, pour pouvoir vendre à 100 francs et paraître 2 fois et compter sur les 2 paritions pour pouvoir jongler les bénéfices des 2 paritions, pour pouvoir payer les salaires et ainsi de suite. Alors, nonobstant ces explications, ça ne m'empêche pas de poser la question justement de ces parrainages que vous ne semblez pas reconnaître. On dit généralement qui est derrière. Oui, c'est ce qui se passe au Burkina quand quelqu'un crée une solution. On demande effectivement, tout le monde se demande qui est derrière. Moi, j'ai l'habitude de dire que je me sens trop libre pour avoir un parrain. Parce qu'un parrain, c'est trop encombrant pour la liberté. Un parrain, c'est trop encombrant pour l'indépendance des pays, pour réfléchir comme on veut. Moi, avec tous les, la preuve en est que vous demanderez à tous les journalistes qui ont travaillé avec moi, en aucun moment je n'ai demandé à un journaliste de ne pas écrire sur un sujet ou sur un autre. Moi, j'estime que quand on veut effectivement se lancer dans cette profession, il faut éviter justement les parrains parce que généralement, quand le parrain n'a plus besoin que vous existiez, vous disparaissez. Et nous, on n'était pas venus pour disparaître selon les humains de qui que ce soit. On était venus pour exister et pour demeurer. Et le jour, effectivement, on devrait disparaître, c'est parce qu'effectivement, on n'a pas les moyens de continuer, pas forcément parce que quelqu'un, effectivement, a décidé de se laver les mains. Il y a la question quand même des relations incestueuses entre le monde politique ou économique et puis celui des médias. Comment est-ce que le reporter est confronté à cette situation? Nous sommes confrontés à cette situation d'autant plus que quand vous regardez l'environnement politique aujourd'hui, on a plus d'amis que d'amis, des gens avec qui on a volé ensemble pendant un bon bout de temps, qui étaient des amis à un moment donné, qui se retrouvent aujourd'hui sur la scène politique de toute obédience. Si bien, mais quand on est amis, il faut avoir l'honnêteté aussi de dire à l'autre qu'il y a des limites aussi. D'une fois que vous vous engagez en politique, vous êtes politicien et moi je suis journaliste. On peut se retrouver dans le cadre amical, mais quand ça concerne les terrains politiques, chacun a fait ses choix. D'autant plus que moi j'ai l'avantage que beaucoup des amis que j'ai effectivement sur la scène politique sont des gens qui se sont engagés sur la scène politique en sachant que j'étais déjà journaliste et connaissaient effectivement déjà ma position. À côté d'eux, il y a d'autres qu'on a rencontrés, chemin faisant. Il y a d'autres qu'on a connus qui sont des grands frères, qui étaient déjà sur la scène politique. Mais tout cela, pouvoir gérer toutes ces relations, ça dit pour gérer ces relations, il faut avoir effectivement cette honnêteté avec les gens. Pouvoir leur dire qu'il y a des choses que je peux faire pour toi, il y a des choses que je ne peux pas faire pour toi. Et quand je fais le travail de journaliste, le travail du politicien, il n'y a pas de possibilité effectivement de négociation entre le politique et le journaliste dans le cadre de son travail. C'est qu'il y a effectivement, on peut avoir des opportunités de collaboration si le politique consent effectivement à un moment donné à donner des informations ou à être personne ressource ou protagoniste d'un événement quand on le sollicite pour donner son point de vue. C'est là vraiment où on peut avoir des collaborations. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu m'as donné des informations pendant un bon bout de temps que tu es passé de l'autre côté que moi je dois forcément passer de l'autre côté avec toi. Parce que chacun fait ses choix. Et quand on fait ses choix, on les assume entièrement. Alors, le reporter a fait le choix du journalisme d'investigation. Ça fait 10 ans que vous existez. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a aujourd'hui au Burkina un élargissement des espaces, la transparence et de l'intégrité, ou bien au contraire, que tout se passe comme si le chien aboie et la caravane passe? C'est les deux à la fois. On a comme l'impression justement que la deuxième option, la deuxième partie de votre propos, les chiens aboient, la caravane passe effectivement, en fait, la résultante de la première, c'est parce qu'il y a plus d'espace de liberté aujourd'hui que les gens n'ont pas le choix. En fait, qu'ils veuillent ou pas, leurs tares seront dénoncées. Alors, ils ont adopté une posture avec une carapace qui fait croire que effectivement les chiens aboient, la caravane passe. Mais en fait, ça, c'est l'aspect visible. Tous ceux qui donnent l'impression effectivement que les chiens aboient, la caravane passe, Dieu seul sait comment ils rampent derrière nous, effectivement, chaque fois qu'il y a quelque chose pour négocier, dur, pour qu'on revienne dessus, pour qu'on les arrange. Mais une fois qu'ils n'ont pas ça,
et que la sanction ne vient pas du côté institutionnel, naturellement, ils vont commencer par dire, bon, de toute façon, vous pouvez faire ce qu'ils veulent, nous on est toujours là. Je peux vous raconter une anecdote. Moi, en 2012, j'ai travaillé sur un dossier où, effectivement, un des programmes m'a proposé, il m'a dit, écoutez, avec un journal comme reporter, vous n'irez nulle part. Moi, je vous offre l'opportunité d'avoir une maison, ou une voiture, ou tout ce que vous voulez, du mal tout ce que vous voulez, je vous assure ça, mais arrêtez d'écrire sur ça. J'ai refusé, j'ai fait mon boulot, j'obtiens le prix du Rennes-Lac avec, et le prix c'était 500 000. Pour me narguer, il prend son téléphone, il m'appelle, il dit, mais tu vois, tu n'es pas intelligent. Moi, je te propose des choses qui coûtent plusieurs millions. Tu refuses, tu peux aller prendre 500 000 francs. Et je lui ai dit, ça peut vous paraître curieux, mais je suis plus fier de ces 500 000 francs que ce que vous aurez me proposé. Parce que Dieu seul sait que si j'avais accepté votre offre, aujourd'hui, je n'aurais pas fui de Ouagadougou parce qu'on vous connaît, on sait ce que vous pouvez faire après que vous arrivez à voir les gens. Donc, dans ce jeu-là, vous ne pouvez pas m'avoir. Alors, il y a la question de l'accès aux sources d'information aussi, qui doit être particulièrement plus compliquée pour vous qui êtes dans le champ de l'investigation. Oui. Exactement. L'un des gros défis justement en matière d'information au Burkina, c'est l'accès aux sources d'information. On a eu une loi sur la transition, on a applaudi, qui est la loi CNT portant accès à l'information et aux documents administratifs, qui n'est pas seulement une loi pour les journalistes, mais pour les citoyens. Cette loi reconnaît aux citoyens burkinabés le droit d'accéder à toutes les informations relatives à la gestion de l'administration publique au Burkina Faso, sauf les informations portant atteinte à la sécurité de l'État. Il y a un certain nombre d'informations classées top secret, très top secret, auxquelles on n'a pas droit. Mais pour le reste, effectivement, l'administration a le devoir de communiquer l'information. Malheureusement, entre ce qui est prévu dans cette loi et la réalité, c'est deux choses totalement différentes. Aujourd'hui, on a comme l'impression que notre administration a du mal à se départir de cette culture de la cachotterie. Même les informations qui sont... Et ce qui est extraordinaire, vous pouvez aller demander une information qui est affichée dans un tableau, dans une administration. Ça dit c'est affiché. Mais laissez le tableau, vous rentrez dans les services, vous vous présentez comme journaliste, vous demandez l'information, on va vous dire que, il faut que le patron vienne. Au lieu de vous dire non, c'est affiché dehors, non, on vous dit, on ne peut pas vous donner cette information, il faut que le patron vienne. Ça veut dire qu'en fait, même ce qu'on n'a pas besoin de cacher, dans notre administration, on a tendance à vouloir cacher. Et si on ajoute à cela, effectivement, cette culture aussi qu'on a progressive, cette culture, ces pratiques corruptrices que les uns et les autres ont, les petites affaires que les gens font, ça fait que déjà on trouve suspect chaque demande d'information. Quand tu n'es pas clair, tu peux pas donner, tu as peur qu'on te demande des informations. Parce que quand tu commences, tu ne sais pas où ça va finir. Un journaliste, il demande une petite information, tu lui donnes. Demain, il va venir, il va demander autre chose, ainsi de suite. Et pour éviter tout ça, on crée le blocage net, vous n'avez pas droit à ça. Et ça, c'est un gros problème. Prenez par exemple un pays comme le Burkina Faso où on signe beaucoup de contrats miniers. En principe, tous ces contrats-là devraient être sur la sphère publique. Mais je vous assure, cherchez aujourd'hui un contrat, le gouvernement ne va pas vous donner, les sociétés minières ne vont pas vous donner. En vertu de quoi on peut signer des contrats au nom de l'État burkinabé, au nom du peuple burkinabé, et on lui cache ces contrats. Ça, effectivement, c'est un problème. La dernière, même pas seulement les contrats miniers, presque toutes les conventions avec les sociétés, les industries et autres, là, on a tendance à vouloir cacher ça à l'opinion. Je ne sais pas pourquoi. Parce que s'il y a une transparence dans ces contrats, normalement, ils doivent être accessibles à tout le monde. Sans compter que quand on gère les données publiques, on a le devoir de redevabilité et d'imputabilité. Et il n'y a pas de raison qu'on vienne vous poser des questions sur votre gestion des affaires publiques et vous refusez de donner l'information. Ça veut dire déjà qu'on a un problème avec cette culture de l'état de droit, cette culture de la transparence que nous avons au niveau de l'administration publique. Et malheureusement, nos gouvernants ne font pas grand-chose effectivement pour que les choses évoluent dans ce sens-là. En tout cas, ce jeudi, le chef du gouvernement était devant la représentation nationale pour sacrifier à une exigence constitutionnelle. Paul Kaba Thiéba l'a dit, le Burkina Faso est en marche vers le progrès. C'est en tout cas sa foi et il se dit confiant en l'avenir. Et c'est un optimisme que vous partagez? J'aurais voulu partager son optimisme.
Mais de ma position d'observateur, peut-être que moi je vois mal. J'ai du mal à voir venir effectivement cette, comment on appelle, ce début de progrès, ou en tout cas cette lancée vers le progrès économique et social du Burkina Faso. J'ai comme l'impression que, en fait, les gens disent une chose, ils sont contraires. Moi, je vais décevoir peut-être le Premier ministre, mais au fond, que ce soit son discours de l'année dernière ou son discours qu'il a prononcé le 12 avril dernier, j'ai comme l'impression qu'on parle des choses et dans la réalité, on fait autre chose. Quand il dit lui-même que nous sommes là pour la rupture, en quoi il y a la rupture entre la gouvernance Paul Kabateba et la gouvernance Luc Adolphe Thiaw. Mais il dit mon gouvernement met en œuvre en tout cas une politique de rupture en luttant contre les inégalités sociales et la corruption. Mais la preuve en est que c'est sous son gouvernement que les fonds communs sont passés d'une vingtaine de milliards à 55 milliards. D'une vingtaine de milliards à 55 milliards. Où est la lutte contre les inégalités? Il y a aussi effectivement que, moi je crois que le discours politique doit se conformer à la réalité. Or, quand on dit que nous luttons contre les inégalités, ce n'est pas une déclaration d'intention. On doit pouvoir présenter des faits probants. Et moi, jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas qu'est-ce qui a été posé comme acte pour lutter contre les inégalités et contre la corruption. Je prends le phénomène de la corruption. L'IREN qui était déjà a remis un mémorandum au chef de l'État pour s'inquiéter effectivement de cette tendance à l'inertie en matière de lutte contre la corruption. Mais quand on regarde tout ce qui a été dénoncé par les médias, par les rapports de l'autorité supérieure du contrôle d'État, moi je vois en dehors aujourd'hui de la présidente du Conseil supérieur, l'ex-présidente du Conseil supérieur de la communication qu'on a envoyé, qui a été mis sous mandat d'arrêt et puis envoyé à l'AMACO, qui est en liberté provisoire actuellement et sous poursuite judiciaire. Combien d'acteurs institutionnels aujourd'hui dénoncés par les rapports de l'ASE ou de la Cour des comptes sont poursuivis devant les juridictions? Ce n'est pas des déclarations. Nous, ce que nous demandons, qu'on puisse pointer un certain nombre de faits vérifiables qui montrent qu'il y a une volonté réelle de lutter contre la corruption. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, quand on regarde, prenons même dans le gouvernement, on a comme l'impression, quand vous regardez après la déclaration des biens du premier gouvernement, les nouveaux ministres qui se sont succédés, il n'y a pas beaucoup qui ont fait, en tout cas, ça n'a pas été publié. Il y a très peu qui ont publié la déclaration des biens. Ni à la sortie, les ministres sortants ne publient pas, les ministres entrants ne publient pas, et le gouvernement ne dit rien. Ça, c'est au sein du gouvernement même d'ailleurs. Pourquoi, effectivement, on ne peut pas exiger, effectivement, qu'il y ait une publication des déclarations des biens des ministres sortants pour permettre qu'on puisse vérifier avec ce qu'ils ont déclaré il y a 2 ans, 3 ans, pour voir s'il y a évolution, quel est le niveau d'évolution, est-ce que c'est conforme à leurs revenus légaux. C'est pour ça que la loi demande qu'on déclare à l'entrée et à la sortie. Mais ça, ce n'est pas fait. Mais le gouvernement ne dit rien. Autre chose, quand on prend tous ces dossiers pendants au niveau de la justice, on peut dire oui, la justice est indépendante. Mais nous, même le régime de Chine nous disait que la justice était indépendante. C'est ça. Où est la rupture? La rupture, c'est un tout. Si le gouvernement n'est pas capable à travailler, à faire en sorte que l'indépendance assurée par les textes au niveau de la magistrature soit suivie effectivement d'actes concrets, effectivement, il y a lieu que les citoyens s'inquiètent. Parce qu'on ne demande pas qu'il y ait une immixtion de l'exécutif au niveau de la justice. Mais nous pensons qu'il y a un travail à faire au niveau effectivement de la lutte contre la corruption pour faire en sorte que la justice commence effectivement à pouvoir juger des fautes de gestion. S'il le faut, peut-être que le gouvernement ne fournit pas assez d'éléments au niveau de la justice. Alors, sur la rupture, le chef du gouvernement se pose quand même quelque part en héritier de l'insurrection populaire. Il estime que dans son discours relativement à cette rupture qu'il entend engager avec son gouvernement, il a mis à l'index notamment la question de ce fonds commun que vous avez soulevé, en parlant notamment des inégalités qui ne sont pas acceptables. Oui, mais il a fallu que le gouvernement se rende compte que même en matière de soutenabilité par le budget de l'État, ça devient compliqué, pour se rendre à l'évidence qu'il ne peut pas continuer. Mais qui a signé les accords?
l'idéal aurait été de ne pas signer ces accords, de négocier avec les syndicats des termes qui soient beaucoup plus conformes à cette lutte contre les inégalités. Oui, mais en tirant la sonnette d'alarme, ce que le chef du gouvernement fait, c'est qu'il estime que les mouvements sociaux et puis les revendications tout azimuts, en tout cas, mettent à mal la cohésion sociale. Mais on l'a dit depuis le début, c'est pas maintenant qu'il faut. Le Premier ministre a raté son entrée parce que dès le départ, il était de bon ton qu'à son entrée, il convie l'ensemble des acteurs sociaux à un dialogue social pour négocier une trêve au niveau syndical avec des propositions concrètes. Parce qu'il ne suffit pas de dire. On a attendu que les acteurs se disent tant qu'on ne se bat pas, nos problèmes ne seront pas résolus. Les gens ont commencé à battre de façon sectorielle, à obtenir des acquis au niveau sectoriel. C'est parce que justement la somme des acquis sectoriels devient plus difficile à supporter pour le gouvernement qui se rend à l'évidence qu'il faut négocier, en tout cas qu'il faut reposer le problème, la question de l'équité au niveau du traitement à la fonction publique. Sinon, comment comprendre effectivement qu'en l'espace de 2 ans, justement, ces inégalités atteignent un seuil aussi criard? Soit on reconnaît aujourd'hui qu'on n'a pas été regardant en 2016 et en 2017 et qu'on a laissé faire des choses qu'on ne devrait pas faire, auquel cas, donc on revient en arrière, on repose effectivement le problème tel qu'il se présente réellement au quotidien, et là on essaie de trouver ensemble des solutions. Mais on ne peut pas venir nous dire, comme nous sommes contre les inégalités, donc nous ne pouvons pas accepter un fonds commun de 55 milliards. Nous disons, autant effectivement, nous d'ailleurs on en parle dans notre édition de demain, autant effectivement nous pensons que pour des questions d'équité, il est bon de reposer le débat sur ces fonds communs, parce qu'effectivement, l'iniquité saute à l'œil nu. Et il n'est pas bon que dans la République, on ait des enfants gâtés ou des privilégiés de la République et d'autres qui tirent les diables par la queue alors qu'ils font le même, ils travaillent tous pour le même État. Donc il est bon effectivement de reposer le débat. Mais le gouvernement doit accepter, assumer sa part de responsabilité parce que c'est lui qui n'a pas, c'est parce qu'il n'a pas assumé ses responsabilités qu'on en est là. Quelque part, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la réforme de l'État, c'est une forme de quadrature du cercle pour en fait les différents gouvernements qui se sont succédés dans notre pays? Celui de Paul Kabatiba, par exemple, il entend mettre à plat le système de rémunération des fonctionnaires et il est dit lui-même en rétablissant notamment les fondements d'équité, de justice, de mérite et d'égalité. Il l'a souligné dans son discours. C'est vrai que vous estimez qu'il aurait fallu peut-être agir beaucoup plus tôt, mais concrètement, de quelle marge de manœuvre aujourd'hui son gouvernement dispose pour cette remise à plat des rémunérations? Je persiste à croire que le gouvernement s'embourbe dans l'erreur. Parce que le problème de l'administration burkinabé, ce n'est pas seulement un problème financier. Le problème de l'administration burkinabé, c'est un problème de mission, de vision. Quelle administration doit-on avoir aujourd'hui et quel type de cadre nous devons former pour notre administration, avec quels résultats attendus? Je crois que c'est la réflexion préalable qu'on doit, la réforme de l'administration dans son contenu, dans sa vision et dans ses missions à court et moyen terme. C'est là où il y a une réflexion profonde à faire pour créer la rupture. Sinon, quand vous reprenez la même administration, qui a la même culture et les mêmes pratiques depuis Mathusalem jusqu'à aujourd'hui, la question financière, ce n'est que des symptômes. Une fois qu'on aura réglé ces questions financières-là, on va se poser la question demain, est-ce que notre administration publique aujourd'hui est capable de produire les services publics attendus par les populations, aussi bien en termes de qualité qu'en termes d'accessibilité? Ça, c'est la réflexion de fond que le gouvernement apparemment ne veut pas mener, je ne sais pas pourquoi. Or, comme je l'ai toujours dit, ce gouvernement qui se veut un gouvernement de rupture avait tout pour réussir. L'environnement lui était favorable. Il fallait effectivement poser les bases et inviter l'ensemble des acteurs à réfléchir sur un nouveau départ. Je ne sais pas si les gens avaient eu peur effectivement que des choses les rattrapent. Ils n'ont pas voulu lancer cette réflexion dès le départ. Et aujourd'hui, les problèmes sont en train de nous rattraper. Alors, il y a une conférence qui est prévue dans la perspective justement de cette remise à plat des rémunérations. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une solution qui ne va pas prospérer? À écouter... Les choses ont été lancées le 28 février dernier. Voilà, il y a un délai supplémentaire qui a été accordé aux différents participants. En tout cas, le chef du gouvernement appelle à une réflexion globale sur le sujet. Non. En principe, il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Sauf que si ça touche ce que les syndicats appellent des droits acquis,
J'ai bien peur que les gens ne soient braqués et refusent effectivement d'accepter de telles réformes. Maintenant, quelle sera la marge de manœuvre du gouvernement face à un tel blocage? Est-ce que le gouvernement va passer en force? Est-ce qu'il en a les moyens? À la fois, quand je dis les moyens, ce n'est pas seulement les moyens légaux, mais c'est la capacité aussi à résister à la pression des syndicats quand effectivement ils vont refuser effectivement d'accepter des choses qui soient contraires aux droits des acquis. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, comment effectivement créer l'équité entre des gens qui défendent des droits déjà acquis et d'autres qui sont encore loin de pouvoir bénéficier des mêmes droits. Est-ce qu'il faudra, dans la mise à plat, dire que ceux qui sont au bas de l'échelle, on les tire vers le haut pour qu'ils soient au même niveau des autres, ou bien on dira que ceux qui sont en haut, on les tire vers le bas de l'échelle pour qu'ils soient au même niveau que les autres. Nivellement par le haut, voilà, par le bas. Parce qu'il faut, voilà, on aura affaire à un nivellement par le haut ou un nivellement par le bas. Là, on attend toute la réflexion et c'est là tout l'intérêt effectivement de cette mise à plat des rémunérations des agents publics de l'État. Ce nivellement par le haut, est-ce que vous pensez que économiquement il peut tenir dans la durée? Je crois déjà que quand on dit qu'on ne peut pas supporter les 55 milliards de fonds communs, ça veut dire que s'il faut amener les autres vers le haut, ça deviendra plus que les 55 millions, donc ça deviendra beaucoup plus que insoutenable. Donc, ce qu'on peut peut-être attendre, c'est de voir, on tire un peu vers ceux qui sont au bas de l'échelle vers le haut, et puis on tire un peu ceux qui sont en haut vers, et puis bon, peut-être on trouver le juste milieu. Mais bon, on attend de voir comment effectivement, au niveau des forces vives qui sont convoquées à cette réflexion-là, parce que c'est là aussi qu'effectivement, on peut faire confiance à l'intelligence des Burkinabés qui sont appelés à cette réflexion pour faire des propositions parce que c'est plusieurs compétences qui sont réunies et de toutes ces compétences, on ne peut pas dire qu'on n'entend rien du tout. En tout cas, pour l'instant, le dialogue avec les partenaires sociaux reste quelque part problématique. Le syndicat, par exemple, des travailleurs de l'action sociale projette une grève à partir du 24 avril prochain. Comment est-ce que vous entrevoyez le dialogue social dans ce contexte justement de refonte du système de rémunération? Justement, c'est là tous les problèmes, parce que quand on commence à régler les problèmes au cas par cas, ceux qui n'ont pas pu avoir gain de cause en 2016 et en 2017, je crois que tout le monde a eu, il ne reste que eux. Donc il faut qu'eux aussi ils obtiennent leur part. Après, maintenant, on peut s'asseoir ensemble pour dire oui, on négocie. Parce que chacun dit qu'on a déposé une plateforme et le gouvernement n'a pas apprécié notre plateforme à sa juste valeur. Mais c'est le gouvernement qui a ouvert la brèche, encore une fois. Et on l'a plusieurs fois interpellé quand les premières grèves ont commencé en début 2016, en disant qu'on ne peut pas régler les problèmes des Burkinabés au cas par cas. Pour régler les problèmes des Burkinabés après une situation aussi désastreuse que nous avons vécue au cours des décennies antérieures, il faut qu'on réfléchisse profondément sur la situation réelle du pays. Est-ce que les problèmes qui tenaillent les Burkinabés, on oublie une chose, le Burkina, ce n'est pas que les fonctionnaires, ce n'est pas que les agents publics de l'État, il n'y a pas que les syndicats qui sont des acteurs sociaux. Parce que le problème de fond qu'on oublie, est-ce qu'on va continuer à ne pas accorder des avantages au secteur privé ou en tout cas en créant à ne pas créer plus d'opportunités d'investissement pour le secteur privé national et puis croire qu'on va durablement créer des emplois? Ça aussi, c'est des questions de fond. Donc, à force de tirer sur ces rémunérations-là, on risque de se limiter à un débat sur un pan des problèmes de la société burkinabé. Et une fois qu'on aura résolu ça, les autres vont venir. Parce que quand on va trouver une solution au niveau des rémunérations des agents publics de l'État et que le problème est réglé et qu'il y a des avantages, le niveau de vie va augmenter. Qu'est-ce qu'on fait des employés du privé? Est-ce qu'on va pousser les acteurs du privé à augmenter ou à diminuer les salaires de leurs agents? Là aussi, c'est des questions. Il y a beaucoup de Burkinabés qui sont employés par les privés. Alors, pendant que le chef du gouvernement appelle à une réflexion collective, en tout cas, sur ce qu'il qualifie de multiplication effrénée des statuts autonomes, des disparités de traitement en agents et des maquis des primes et autres fonds communs, fin de citation, il y a une coalition de commerçants qui est montée au créneau la veille en lançant notamment un ultimatum pour la suppression notamment du fonds commun, comme, en tout cas, faute de quoi ils appelleraient carrément
à une certaine forme d'incivisme fiscal. Comment est-ce que vous entrevoyez cette réaction de ces acteurs économiques réunis au sein de la coalition qui se fait appeler Coalition nationale des acteurs économiques pour un commerce équitable? D'abord, en observant effectivement quelque part, on peut comprendre cette réaction de certains commerçants parce que c'est les acteurs privés. Quand vous avez un souci avec les impôts et qui viennent, effectivement, il y a un problème, on commence à vous appliquer une pénalité directement de 200%. Et quand tu apprends après que cette pénalité, c'est pour servir le fonds commun, tu as comme l'impression que, en fait, tu te bats pour que des individus viennent un matin et puis prendre ce qu'ils peuvent prendre pour aller se partager et que toi, tu te retrouves dans cette situation. Et sans se soucier de si oui ou non ton entreprise va continuer, elle va pouvoir survivre effectivement à leur passage. Mais le gros problème, ce n'est pas de dire effectivement, en fait, là où la question est mal posée, c'est que est-ce qu'il appartient à des commerçants d'exiger du gouvernement la suppression du fonds commun? Parce que si on avait posé le débat de l'impact des fonds communs sur les affaires de ces commerçants, là on aurait compris effectivement que ces gens dénoncent une situation qui leur est préjudiciable. Or, si on veut interpréter terre à terre, on a comme l'impression que ces acteurs se plaignent parce que des Burkinabés gagnent bien leur vie. Et ça, c'est notre problème. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Le combat, c'est de dire, on peut demander au gouvernement de reposer en tant qu'acteur économique, on peut demander au gouvernement de faire en sorte que les privés ne soient pas la vache à lait ou de certains agents, que les privés ne puissent pas être pressurés pour alimenter ces fonds communs. Là, ils sont dans leurs droits, dans leur combat. Mais dire que, excusez-moi, que si on ne paye pas, si on ne supprime pas les fonds communs, nous allons rentrer dans une sorte de, comme on appelle, de désobéissance fiscale ou d'incivisme fiscal. Alors, ça donne l'impression que, en fait, les gens bondissent sur une situation, ils veulent profiter de la situation pour ne pas payer les impôts. Heureusement, qui demandent à ce que le gouvernement trouve une autre voie pour leur permettre de payer sans passer par les agents. Mais ça revient au même. Alors, autre sujet, zéro sanctuaire pour les terroristes au Burkina Faso. C'est le slogan lancé par le Premier ministre qui appelle les Burkinabés à l'union sacrée pour, dit-il, défendre la mère patrie au-delà des différences partisanes pour préserver l'essentiel. Pour lui, c'est la liberté, la démocratie, l'amour de la patrie, la souveraineté. Alors, est-ce qu'il y a une chance qu'il soit entendu dans ce discours? Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas entendu. Mais le seul problème, c'est que l'union sacrée, on ne la chante pas. L'union sacrée, il faut des actes concrets. Il faut que les Burkinabés sentent qu'il y a un effort effectivement de les mobiliser autour effectivement de cette question de lutte contre le terrorisme. Parce que la question de fond, il ne faut pas que ceux qui sont sur le front, en tout cas sur les terrains là-bas où s'exprime au quotidien la lutte contre le terrorisme, il ne faut pas qu'ils aient le sentiment d'être abandonnés. Parce qu'une fois que les gens ont le sentiment d'être abandonnés, vous ne pouvez pas compter sur eux dans une solidarité qui est une solidarité chantée et pas du tout agissante. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour assurer nos concitoyens de la région du Sahel, notamment de la province du Soum, que l'État est au quotidien à leur côté pour les protéger? Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ces acteurs-là se rendent compte qu'ils peuvent effectivement dénoncer des présumés terroristes en toute quiétude? Quand des gens peuvent effectivement fuir Guibo, aller se retrouver à Titao, aller se réfugier à Titao, et que 2 jours après, on les poursuit jusque là-bas pour aller les assassiner, de quelle solidarité sociale, de quelle solidarité nationale on peut parler avec les familles de ces acteurs-là? Quel État est à leur côté? Qu'est-ce que l'État a fait pour protéger ces acteurs? Je crois qu'il faut accompagner le discours politique d'un minimum d'actes. Il faut qu'on quitte la chanson qu'on a toujours, les chansons politiques qu'on a toujours entendues. Ouais, l'État fait ci, l'État est fort, l'État... Il faut reposer le débat de la façon la plus transparente possible, avec tout le monde,
et qu'en ce moment-là, on identifie ce sur quoi on peut mobiliser les uns et les autres. Alors, l'actualité du terrorisme, dans le Soum, justement, on en parlait tantôt, c'est l'enlèvement à Bourreau, c'est une école de la commune de Nassoumbou, d'un enseignant et la mort d'une fillette suite à l'intervention d'un groupe d'hommes armés. Alors, la situation aujourd'hui, c'est qu'on a des dizaines de classes qui sont fermées et on a des centaines d'élèves qui ne vont plus dans les écoles. Comment est-ce que vous analysez ce qui se passe dans cette région-là, spécifiquement sur la question de l'éducation? J'ai bien peur que ce soit la manifestation que nous sommes en train de perdre le nord. Et qu'il faut que le gouvernement se réveille, qu'on essaie de réfléchir sérieusement à une stratégie de soutien sérieux aux forces de défense et de sécurité pour qu'ils puissent préserver le territoire national. Parce que ce qui se passe au nord, quand on peut assassiner un maire qui revient de la prière et disparaître, quand on peut aller tirer sur une école, enlever un enseignant, tuer une fillette et disparaître, vous ne pouvez pas compter sur les gens pour qu'ils restent en classe. C'est ça ça va entraîner encore un nouvel exode des enseignants vers des zones plus sécurisées. Parce que le problème, ce n'est pas qu'il y a des gens qui sont plus patriotes que d'autres. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vivent les réalités du terrorisme et d'autres sont dans le discours. Le discours du chef du gouvernement, en tout cas devant la représentation nationale, c'est qu'il entend apporter une réponse au double plan sécuritaire et social et économique en coupant notamment les terroristes de leur base sociale, notamment en investissant des milliards dans le Sahel, 415 milliards selon le programme d'urgence pour le Sahel par exemple. C'est une bonne initiative. Est-ce qu'il n'en faut pas plus? Je crois que si c'était les investissements qui devaient effectivement permettre de réduire la lutte contre le terrorisme, on aurait réglé le problème du Mali depuis longtemps, parce que quand vous regardez l'investissement massif qu'il y a eu avec la MINUSMA, les forces Balkans, le dialogue intermalien qui demandait un énorme investissement dans le nord Mali, malgré tout, le nord du Mali n'est pas encore récupéré par l'État central, l'État au niveau central. C'est vrai que les institutions, il y a les institutions de l'État qui y sont, mais c'est devenu effectivement le théâtre. Pratiquement, c'était une zone de non-droit, parce que les terroristes peuvent venir même jusqu'à aller attaquer même la MINUSMA, les camps de la MINUSMA, et puis répartis. C'est pour dire en fait que il faut que nous, on essaie de reposer la question de façon plus, comment on appelle, de façon plus en profondeur. Est-ce que nous sommes donné les moyens qu'il faut pour préserver notre territoire, notamment la partie nord, effectivement, de ces terroristes? Est-ce que c'est militairement qu'il faut travailler, ou bien c'est les investissements massifs qu'il faut, ou les deux à la fois? Si c'est les deux à la fois, est-ce que nous pouvons faire des investissements massifs et avec un déploiement militaire massif dans la région du Nord, pouvoir protéger notre territoire, si du côté du Mali, du côté du Niger, il n'y a pas le même équivalent en termes d'investissement massif en hommes comme en infrastructures socio-économiques? Parce qu'aujourd'hui, il est clair que cette zone qui se trouve à la frontière à la fois entre le Niger et le Burkina et le Mali montre qu'il n'y a pas une stratégie payante qui ne soit pas menée conjointement par les trois pays. Et il faut effectivement retrouver ces terroristes-là partout où ils sont, sur l'ensemble de ces trois pays. Il y a le G5 Sahel qui a été créé pour atteindre cet objectif. Oui, c'est l'objectif, mais comme ça tarde à venir, on espère qu'ils vont pouvoir réunir, comme la question de la mobilisation des ressources a commencé à donner des résultats probants. On espère que dans les mois à venir, le G5 Sahel sera beaucoup plus opérationnel et pourra régler cette question. Parce que l'urgence aujourd'hui aussi, c'est comme quelqu'un dit, c'est qu'on n'a pas pu se battre pour protéger. Il ne faut pas qu'on croie que c'est en pleurant qu'on va pouvoir les récupérer. Donc, il faut qu'on sache qu'il y a un équivalent d'effort qu'on doit faire à tous les niveaux. Parce que si on veut mobiliser les citoyens, aussi bien au niveau des zones attaquées comme au niveau des autres zones, il faut que tout le monde se sente concerné. Et pour que tout le monde se sente concerné, il faut que le gouvernement prenne le leadership vraiment sur le terrain. Ce n'est pas seulement en allant faire des discours, en attendant des attaques pour condamner, sinon on reste dans un cycle infernal
où effectivement on a comme l'impression que le politique s'est retrouvé dans une... En tout cas, il y a un aveu d'impuissance au niveau du politique par rapport à cette question du terrorisme. Alors, autre actualité, je voudrais que l'on parle rapidement du CSC, le Conseil supérieur de la communication, qui est dans une sorte d'impasse entre le vice-président assurant l'intérim de la présidence, Désiré Komboigo, et son secrétaire général. Rien ne va, c'est même plutôt même la guerre ouverte. Il y a des décisions de limogeage qui sont passées par là. Il y a également le directeur des marchés sur lequel donc la guillotine est tombée. Comment est-ce que vous entrevoyez un peu tout ce méli-mélo au niveau de l'instance de régulation? C'est vraiment un méli-mélo. C'est la catastrophe. Parce que l'instance de régulation qui devrait être censée incarner au moins les valeurs de probité et comme on appelle, toutes les valeurs qui lui permettent effectivement de réguler l'information, on a comme l'impression qu'on a affaire à une institution où les individus ont des égos surdimensionnés qui s'expriment au quotidien, des empreintes de décision peut-être sans se rendre compte effectivement, parce que le débat qui est posé dans le livre du secrétaire général, c'est un débat juridique. Ça peut être un débat, le débat c'est un débat de droit. Est-ce que le vice-président assurant l'intérim a le pouvoir de suspendre le secrétaire général? Là est la question. Parce que le secrétaire général estime que pour avoir été nommé en conseil des ministres, il n'y a qu'en conseil des ministres qu'on peut prendre une décision pour pouvoir le suspendre. Il se trouve que le vice-président a pris la décision tout seul. Je ne suis pas juriste, je ne sais pas si légalement il en a les moyens, mais je crois qu'on aurait pu se passer effectivement de cette situation calamiteuse si effectivement les gens avaient ce minimum de capacité de se parler et de mettre les égos de mettre les égos à part pour régler les problèmes de l'institution. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé au CSC depuis ces 3 dernières années, il y a eu d'abord cette opposition vice-président, présidente, il y a eu toutes ces bagarres autour de décisions iniques même du CSC par rapport à la régulation de la suspension des émissions interactives, ainsi de suite. On a comme l'impression que le CSC n'a pas encore retrouvé sa marque dans le paysage institutionnel du Burkina Faso, faute d'hommes de qualité, en tout cas d'hommes à la hauteur de la mission. Parce que si le CSC en est là, c'est parce que justement, ceux qui ont assuré la gestion de l'institution au cours de ces dernières années n'ont pas été à la hauteur. Sinon, on peut tout dire. Quand c'était le Conseil supérieur de l'information, Adama Fofana a géré l'institution, on n'a pas vécu ça. Luc Adolphe Thiaw a géré l'institution, on n'a pas vécu ça. Béatrice Damiba a géré l'institution, on n'a pas eu cette situation. Après, on retombe dans ce travail. Donc ça veut dire aussi qu'après eux, les hommes et les femmes qui y sont arrivés n'ont pas eu, en tout cas, la carrure qu'il faut pour diriger l'institution. Et je voudrais dire une chose. Le vice-président peut se permettre des choses, il peut faire des choses, mais je ne comprends pas pourquoi tous les autres membres du collège des conseillers sont silencieux. Ou alors, ils avalisent la position du vice-président, auquel cas, effectivement, ils n'ont qu'à aussi nous dire pourquoi. Ou alors, s'ils sont là pour être là, bon, franchement, moi je crois qu'il y a urgence effectivement à ce qu'on avance vers la remise à plat telle que voulue par la nouvelle loi adoptée par l'Assemblée nationale, pour qu'on ait un nouveau collège de conseillers qui reprennent et relance l'institution pour qu'on sorte de cette zone de turbulence. Alors, je souhaite que l'on revienne à la lutte contre la corruption avec la conférence de presse qui a été donnée ce mercredi par le RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption, qui est sorti d'une audience avec le président du FASO, avec le sentiment d'un aveu d'impuissance au sommet de l'État. Est-ce que c'est une perception que vous comprenez? Je crois que je partage entièrement la posture du RENLAC parce que j'ai parfois l'impression moi-même qu'au sommet de l'État, il y a effectivement un aveu d'impuissance par rapport au phénomène de la corruption. Parce qu'on a comme l'impression, je vous donne un cas. Prenons un opérateur économique qui est poursuivi par la justice burkinabé pour fraude fiscale. Et ce même opérateur, pendant que le dossier est en cours,
ce même opérateur économique a une convention avec le gouvernement qui l'exonère de pratiquement la majorité des taxes, pour ne pas dire que de presque toutes les taxes qu'il devait payer, et qui se chiffrent à des dizaines de milliards. Où est la volonté de lutter contre la corruption? Est-ce que ce n'est pas un message fort envoyé à la justice pour dire qu'en dépit de tout ce que vous faites, nous pouvons continuer les affaires tranquillement? Et le plus grave, c'est que la base légale même de cette convention qu'on donne à cet opérateur économique est discutable, pour ne pas dire qu'elle n'existe pas. Et ça, avec tout ça, on ne peut pas dire que le gouvernement est animé d'une bonne volonté de lutter contre la corruption. Alors, le président du FASO aurait fait remarquer que lorsqu'on parle de corruption, on voit toujours ceux qui sont en haut, entre guillemets, en oubliant ceux qui sont au milieu, quelque part, et qui posséderaient des résidences ou en tout cas des patrimoines immobiliers, notamment dans la zone de Ouaga 2000, sur laquelle, en tout cas, on pourrait bien se poser des questions. Oui, mais je suis d'accord avec lui. Mais le problème, c'est que c'est eux qui ont la responsabilité de démasquer, y compris tous ces gars. Parce que ce qu'on demande au gouvernement ou à l'État, ce n'est pas seulement de chercher de lutter contre la corruption au niveau des acteurs institutionnels. C'est de lutter contre la corruption au niveau de tous les acteurs, y compris ceux, effectivement, qui sont dans la situation dont ils parlent. Parce que le problème, ce n'est pas de dire, on est d'accord sur une chose, contrairement à ce que, quand on dit que le gouvernement ne fait rien, les gens ont tendance effectivement à croire que c'est pour dire que les autres sont clean, ou que tout le monde est clean, sauf au niveau du gouvernement. Ce n'est pas pour le dire, mais c'est pour dire que lui, il s'est présenté, je parle du chef de l'État, au Burkinabé pour dire qu'il est la solution pour les problèmes. Et les problèmes en matière de corruption, c'est tous les acteurs qui sont trempés dans cette histoire de corruption. Et il lui appartient, lui, qui a dit qu'il a la solution, de pouvoir proposer des solutions au Burkinabé de façon concrète. Alors, l'autre prise de parole du président Roch Kaboré, c'est sur la question de l'impunité. Il estime qu'il y a quand même des efforts qui ont été accomplis, notamment pour améliorer la situation des magistrats, et qu'aujourd'hui, quelque part, il est difficile de comprendre que la question de l'impunité reste persistante dans notre pays. Là encore, il défonce une porte déjà ouverte. Tous les Burkinabés constatent malheureusement que malgré l'adoption des textes de loi, malgré les avantages faramineux sur le plan pécuniaire qu'on a accordé aux magistrats, on constate effectivement que beaucoup de dossiers restent, beaucoup de dossiers pendants avant l'insurrection sont toujours pendants. Le problème, ce n'est pas de le dire et de le constater. Le problème, c'est de dire, quelles mesures on a pris pour effectivement essayer de trouver une solution par rapport à tout ça. C'est bien de dire qu'on a tout fait, on a créé toutes les conditions, maintenant il appartient aux magistrats de travailler. Mais est-ce que si les magistrats refusent de travailler, on fait comment? On va dire au nom de l'indépendance de la justice, on va s'asseoir et puis les regarder. Est-ce que le gouvernement, le Parlement, ne peut pas avoir des possibilités en termes d'initiative de loi, en termes comment on appelle, de relecture d'un certain nombre de textes, qui permet effectivement d'avoir un regard sur le fonctionnement de certaines questions. Pas forcément une émission. Est-ce qu'on ne peut pas créer, est-ce que le débat ne peut pas se poser au niveau des textes de loi, pour voir en sorte comment on crée la possibilité de faire travailler les acteurs judiciaires. Et ce qu'on dit aussi, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'au niveau des acteurs judiciaires aussi, on a fait en sorte que les hommes qu'il faut au sein de la magistrature soient à des postes qui leur permettent effectivement de propulser ou de booster la dynamique? Là aussi, c'est des questions. Parce que il ne suffit pas d'adopter le texte. Après le texte, il y a les hommes. Et si on ne jette pas un regard du côté des hommes, on va continuer. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression aussi qu'au niveau de la magistrature, il n'y a pas de juges, on n'a pas de magistrats intègres ou de magistrats qui travaillent dans ce pays, c'est faux. Parlant de la justice, il y a le procès de Putsch avec une suspension. Finalement, des avocats ont été commis d'office. On espère que cette fois, ce sera peut-être la bonne. Quelle lecture vous avez de ce procès de Putsch qui perdure depuis un bout de temps? Je crois que ce qui est intéressant dans cette procédure, ou en tout cas à l'étape où on est, c'est que personne ne peut dire aujourd'hui que s'il est maintenu en prison, c'est parce qu'il n'y a pas de procès. Parce que ce discours, au moins, on a dépassé cette étape.
ceux qui se plaignaient d'être incarcérés injustement, c'est eux qui jouent les prolongations. Donc ça veut dire que finalement, ça ne leur pose pas de problème d'être en prison. La question de fond qu'on se pose aujourd'hui par rapport à ce procès, c'est que est-ce qu'on va arriver un jour, si les débats au fond? Je crois que on avance très lentement, mais certainement on va y arriver. Parce que il faut qu'on sorte de ce procès-là avec le sentiment qu'il y a eu débat, qu'il y a eu justice. Est-ce qu'on en prend le chemin? Je crois qu'on en prend le chemin. C'est dur, mais c'est comme ça. Il faut permettre aux acteurs de pouvoir épuiser toutes les procédures en leur possession. Qu'ils puissent effectivement ne pas pouvoir dire un jour qu'on m'a refusé un droit. C'est là toute la question. Parce que si toutes les procédures sont respectées, à la fin, on pourra dire que le verdict qui a été prononcé est conforme effectivement au débat qu'il y a eu lieu. Parce qu'il faut qu'il y ait débat contradictoire et que l'opinion soit édifiée sur le contenu. Parce que jusque-là, on accuse, on sort des éléments, les autres disent non, on n'a jamais été impliqué. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'il n'y a pas eu coup d'État. Mais une fois tant qu'on ne va pas poser le débat au fond, et que les uns et les autres puissent s'exprimer, qu'on puisse établir la réalité des faits, je crois qu'on va continuer à épiloguer sur des faits qui sont pourtant constants. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a une constante que quelqu'un a tenté d'interrompre la marche de la transition, des gens ont tiré sur des Burkinabés qui sont morts, 14 Burkinabés sont morts, il y a eu effectivement une déclaration d'un certain Conseil national pour la démocratie. Donc, du coup, ces faits-là sont constants. Les jours où on va arriver au débat, les gens vont dire pourquoi il y a eu ça. Est-ce que ce n'est pas un coup d'État? Et si c'est un coup d'État, quelle est la sanction qu'il faut? Alors, on termine rapidement par la Syrie. On a une minute pour en parler. La Syrie bombardée par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, sans mandat des Nations Unies, bien entendu avec l'opposition de Moscou qui condamne, condamnation timide également du secrétaire général de l'ONU. Comment est-ce que vous voyez ce qui se passe en Syrie avec ce bombardement qui est intervenu comme des représailles par rapport à ce qui a été considéré comme l'utilisation d'armes chimiques par le régime Assad? C'est encore une confirmation que De Gaulle avait raison quand il disait que l'ONU, c'est un machin. Parce que pendant longtemps, effectivement, la Russie aussi a réussi à bloquer presque toutes les résolutions concernant la Syrie, avec son droit de veto. Donc aujourd'hui, pour contourner un blocage en termes de décision au niveau du Conseil de sécurité pour bombarder la Syrie, les Occidentaux ont préféré aller directement, sans l'aval des Nations Unies. Donc du coup, on a comme l'impression que l'ONU, c'est bon quand ça les arrange, je parle des grandes puissances, et quand ça ne les arrange pas, ils se trouvent moins effectivement d'y aller. L'autre problème aussi, comment on peut continuer à faire en sorte que, à regarder l'ONU, être bloqué et régulièrement sur des questions aussi vitales que ce qui se passe en Syrie. Là aussi, on est en face d'un problème, un problème moral, mais un problème aussi de non-assistance à peuple en danger. Parce qu'il est établi effectivement que les gens ont utilisé des armes chimiques et que l'ONU n'est pas capable effectivement de réagir du fait des contradictions internes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut qu'on s'asseye et puis laisser les sanguinaires arroser les peuples d'armes chimiques? Là aussi, c'est des questions, c'est des réflexions. Il faut peut-être qu'on réussisse à avancer sur les réformes de l'ONU, de sorte à ce que effectivement l'ONU soit capable de prendre des mesures, même si ça va à l'encontre des intérêts des grandes puissances qui sont membres du Conseil de sécurité. Et là, effectivement, demain, ce n'est pas demain la veille. Il faut qu'effectivement, on aboutisse à cette réforme-là, qui redonne à l'ONU un poids et un pouvoir de décision quand effectivement on constate que les droits des peuples sont menacés partout sur le globe. La réforme des Nations Unies inarlésienne depuis le temps qu'on en parle. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci vraiment d'être passé sur notre plateau. Merci Jérémy. C'est moi qui vous remercie. Madame, monsieur, c'est la fin de votre émission. Je vous retrouve dimanche prochain, toujours en direct sur la RTB avec notre invité sur la brèche. Bonsoir.